Cette semaine, la chaîne a dépassé 400 000 abonnés et j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont pris le temps de commenter les vidéos, de s'abonner à Briefcase et de donner leur avis sur les affaires que je couvre. Alors aujourd'hui, j'ai rassemblé une compilation de 5 affaires où les verdicts ou la sentence finale ont causé une certaine controverse et certaines sont encore discutées aujourd'hui. Le premier cas provient de l'Australie des années 1880. Louisa Collins est née le 11e août 1847 à Beltrees, très proche de la petite ville de Scone en Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Son père Henry était originaire de Birmingham en Angleterre et avait été envoyé par les tribunaux britanniques en Australie en 1831. Il a quitté Portsmouth le 16e d'octobre à bord du navire Asia et, avec 200 autres hommes, a été transporté en Australie pour purger sa peine, arrivant à Sydney le 3e de février 1832. Une fois sa peine terminée, il a seulement resté en Australie et a épousé Catherine Ring, qui avait émigré d'Irlande avec sa famille. Quand Louisa avait 14 ans, ses parents l'ont envoyée travailler comme domestique pour un riche avocat dans la ville de Merriwar. Elle a travaillé dur et a été bien traitée par son employeur. Elle avait toujours été une jolie enfant aux longs cheveux noirs et en grandissant, elle a réalisé que les hommes lui accordaient beaucoup d'attention. C'était quelque chose qu'elle trouvait assez amusant et elle a développé une nature très coquette. Il y avait beaucoup d'hommes qui voulaient la courtiser, mais quand elle a eu 18 ans, sur les conseils de sa mère, elle a épousé Charles Andrews. Il était bien connu dans la communauté car il avait travaillé longtemps comme boucher. La mère de Louisa considérait cela comme un mariage respectable car il avait un revenu stable et pouvait subvenir aux besoins de sa fille. Mais Louisa avait 13 ans de moins que lui. Et alors qu'elle aimait toujours danser et s'amuser, son mari voulait que sa femme adopte un rôle plus traditionnel. Au cours des années suivantes, Louisa a donné naissance à 9 enfants, dont 7 ont survécu à la petite enfance. La vie était dure pour elle, et elle regrettait l'attention et les compliments qu'elle recevait autrefois des jeunes hommes, et souhaitait parfois pouvoir échapper à sa routine quotidienne de nettoyage, de lavage, de cuisine et de soins aux enfants. Au moins, son mari pouvait aller travailler. En 1886, la famille a déménagé et s'est installée dans la banlieue de Sydney à Botany. Charles pensait que cela aiderait les finances de la famille s'il prenait pour des pensionnaires. Les enfants plus âgés pouvaient aider, mais la charge de travail supplémentaire pesait sur Louisa. Sa vie venait de devenir un travail constant. Son apparence se fanait et elle avait l'impression que la vie lui passait devant. Elle avait pris l'habitude de boire du cognac et allait parfois au pub. Bien que la présence de locataires dans la maison était difficile, elle aimait le fait qu'il la remarquait. Et il n'a pas fallu longtemps pour que sa nature flirtante réapparaisse. L'un des locataires était un jeune homme nommé Michael Collins. C'était un personnage audacieux et sûr de lui, et à chaque occasion, il essayait de passer du temps à discuter avec Louisa. Il lui disait à quel point elle avait l'air jeune et lui faisait des compliments. Bien que Louisa aimait l'attention, son mari ne l'appréciait pas et considérait le jeune homme comme un invité ingrat. Les tensions ont culminé en décembre 1886, quand Charles a confronté Michael Collins à propos de la relation avec sa femme. Une bagarre a suivi et le jeune homme a été expulsé de leur maison. Moins de 2 mois plus tard, le mari de Louisa, Charles Andrews, est tombé malade. Il souffrait de terribles douleurs à l'estomac et a été soigné par un médecin nommé Dr Martin. Le Dr Martin n'était pas sûr de ce qui causait exactement la maladie. Il a examiné le patient et a discuté de sa routine quotidienne et de son régime alimentaire. Il lui a donné des médicaments et a dit qu'il rappellerait dans quelques jours, mais Charles ne s'est pas rétabli et est décédé le 2 février 1887. Il avait 53 ans. Comme c'était souvent le cas à la fin du XIXe siècle, il avait assuré sa vie et Louisa était bénéficiaire d'une petite police d'assurance. Les circonstances entourant sa mort n'étaient pas considérées comme suspectes et le docteur Martin a enregistré la mort comme étant due à une gastrite. Cependant, Louisa n'était pas une veuve en deuil. On savait qu'elle avait dit à des gens qu'elle trouvait son mari sérieux et quelque peu ennuyeux, avec peu de temps pour le plaisir et le rire, et après sa mort, les voisins étaient un peu choqués. Elle ne s'est pas habillée en noir et ne semblait pas pleurer la mort de son mari.
Au lieu de cela, elle a bu et est allée danser avec l'homme qui avait précédemment logé dans sa maison, Michael Collins. Le 9 avril 1887, juste 2 mois après la mort de Charles, Louisa Andrews, âgée de 39 ans, et Michael Collins, âgé de 23 ans, se sont mariés. Le jour de son mariage, elle était enceinte de 4 mois de son enfant. Ils vivaient ensemble à Poplar's Terrace, Botany Road, dans la banlieue de Sydney à Botany. Vers la fin de 1887, Louisa a donné naissance à leur enfant, un garçon qu'ils ont nommé John. Tout allait bien jusqu'au 10 avril 1888, le bébé, qui avait maintenant 4 mois et demi, est tombé malade. Ils ont essayé de le soigner, mais à 10 heures du soir, il pleurait sans cesse. Réconforté par sa mère, il a finalement réussi à s'endormir. Mais il s'est réveillé 1 heure plus tard, hurlant et semblant souffrir beaucoup, bien que ni l'un ni l'autre de ses parents n'ait envisagé d'appeler un médecin. Peu avant minuit, le bébé John est décédé. Lorsque le médecin est venu enregistrer le décès, il a interrogé Louisa et Michael sur les circonstances de la disparition du bébé. Louisa lui a dit qu'il avait été malade pendant 2 jours et qu'il lui avait en donné de petites quantités d'huile de ricin, mais son état ne s'est pas amélioré. Le docteur Martin était le médecin qui avait rendu visite au premier mari de Louisa lorsqu'il est tombé malade et est ensuite décédé. Étant donné que le bébé est mort peu après, il a demandé au couple de signaler le décès à la police. Il a dit qu'il écrirait au médecin légiste de la ville. À l'époque, le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Australie était de 19%, donc la mort d'un bébé n'était pas rare. Le médecin légiste a conclu qu'étant donné qu'il n'y avait pas de circonstances suspectes, on pouvait présumer que le bébé John Collins était mort de cause naturelle et qu'il ne serait pas nécessaire de tenir une enquête. Louisa a continué sa routine quotidienne de tâches ménagères et s'occupait des 5 enfants qui résidaient toujours dans la maison à la terrasse de Poplar. Michael a repris son travail de laveur de laine, mais s'est vite senti malade. Le docteur Marshall a été appelé pour l'examiner. Il a trouvé les symptômes de son patient quelque peu curieux et a eu du mal à déterminer exactement ce qui causait la maladie de Michael. Il a visité la maison plusieurs fois au cours des 2 prochains mois, jusqu'au 3e de juillet 1888, l'état de Michael s'est soudainement détérioré. Le docteur Marshall a observé que Louisa essayait de réconforter son mari, mais il a également remarqué qu'elle avait bu. Le jour suivant, le 4e de juillet, lorsque le médecin est arrivé à la maison pour vérifier son patient, il a recueilli des échantillons d'urine et de vomissements. Il a également pris une bouteille de brandy et un récipient de médicaments qu'il a trouvé à côté du lit. Il a effectué une analyse sommaire mais n'a rien trouvé de suspect. 4 jours plus tard, le 8 juillet, Michael Collins est décédé. Le docteur Marshall a informé Louisa qu'il ne pouvait pas délivrer un certificat de décès en raison des circonstances de la mort et qu'il devrait envoyer un rapport au médecin légiste de la ville. Après avoir reçu le rapport du docteur Marshall et le fait que le premier mari de Louisa était également décédé assez soudainement, le médecin légiste a ouvert une enquête sur la mort de Michael Collins. Lors de l'enquête, des preuves ont été présentées confirmant que le défunt avait reçu pas mal de visiteurs dans les semaines précédant sa mort. Beaucoup de ces personnes étaient des voisins inquiets qui sont venus pour aider Louisa. Le docteur Marshall a informé l'enquête qu'il avait demandé à Louisa d'emmener Michael à l'hôpital, mais elle a répondu qu'il serait préférable qu'il meure à la maison. Le docteur Marshall lui a dit qu'il serait bien soigné et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il meure, mais Louisa ne voulait pas envisager cette idée. Une demi-heure après la mort de Michael, le gendarme Jeffers est arrivé à la maison et a fouillé la propriété. Il a trouvé un verre à moitié rempli près du lit du défunt. Contenu analysé. Et on y a trouvé des traces d'arsenic. Avec cela, le médecin légiste a conclu que la mort de Michael Collins pourrait être considérée comme suspecte. L'enquête a établi que, sur la base des symptômes de la maladie et des résultats de l'autopsie, le défunt était mort d'un empoisonnement à l'arsenic, possiblement administré par sa femme. Le samedi 14 juillet 1888, le médecin légiste a ouvert une deuxième enquête et a délivré un mandat pour exhumer les corps de Charles Andrews et du bébé John Collins. Les examens ont révélé que le corps de Charles Andrews contenait de faibles traces d'arsenic, mais aucune trace n'a été trouvée dans le corps de l'enfant.
Le médecin légiste a décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour présumer que Charles Andrews et Michael Collins avaient été tués par empoisonnement à l'arsenic, et Louisa Collins a été accusée de meurtre. Le procès de Louisa Collins a débuté à la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud le 6 août 1888. Le parquet avait décidé de ne l'accuser que du meurtre de son second mari, Michael Collins. Des témoins ont confirmé qu'elle avait soigné Michael, mais qu'elle avait bu pendant ce temps. Certains ont dit à la cour que, bien qu'elle s'occupait de lui, il semblait qu'elle était indifférente à ses besoins et semblait parfois être sans émotion et quelque peu détachée. Le docteur Marshall a déclaré que bien que Madame Collins ait refusé d'emmener son mari à l'hôpital, la réticence à emmener des proches malades à l'hôpital n'était pas rare. Il a également déclaré que bien qu'elle semblait parfois distante, à d'autres moments elle était très attentionnée et prévenante envers son mari. Il a ajouté que bien qu'il ait initialement pensé que le défunt était mort de gastrite, il comprend maintenant que de l'arsenic a été trouvé dans son corps. Il était sûr que l'empoisonnement était la cause du décès. En fait, 2 grammes d'arsenic ont été trouvés dans le corps et de l'arsenic a également été découvert dans son vomissement. Louisa a toujours soutenu qu'elle n'avait pas d'arsenic et tout ce qu'elle avait donné à son mari était de la poudre à vomir qu'elle avait achetée chez le pharmacien local de Botany Roads. Lorsque la police a visité le pharmacien, ils ont pu confirmer que c'était vrai et tout l'arsenic qu'ils avaient en vendu a été retracé et comptabilisé, aucun ne menant à Louisa. L'accusation a appelé la fille de Louisa à la barre. Son nom était May et elle n'avait que 11 ans. Elle a témoigné que sa mère gardait une boîte de Rough-on-Rats dans la cuisine. C'était un poison à base d'arsenic utilisé pour tuer les rongeurs indésirables et courant dans les maisons à la fin du XIXe siècle. La défense a rappelé au tribunal que Michael Collins n'avait pas de police d'assurance vie, donc en aucun cas Louisa ne bénéficierait de sa mort. Ils ont également déclaré que le défunt travaillait dans l'industrie du lavage de la laine, où les travailleurs pouvaient être exposés à l'arsenic. Il prenait également des médicaments pour une bosse sur son aine, et ceux-ci auraient pensé pu contenir de l'arsenic, ou il aurait pu en ajouter lui-même, mais la défense a réussi à introduire un élément de doute dans l'affaire contre Louisa. L'accusation a continué à soutenir que la défendresse était une femme impitoyable, connue sous le nom de la Borgia de Botany Bay. Ils ont rappelé au tribunal qu'elle avait eu une liaison avec le défunt lorsqu'il avait été pensionnaire dans la maison familiale qu'elle partageait avec ses enfants et son premier mari, qui était également mort dans des circonstances mystérieuses. Elle a ensuite épousé Michael Collins peu de temps après, avant de se débarrasser de lui lorsqu'elle a perdu intérêt pour le mariage. Lorsque le procès s'est terminé, le juge a fait son résumé et le jury s'est retiré pour examiner l'affaire. 3h30 plus tard, ils sont revenus et ont dit au juge qu'ils ne pouvaient là pas se mettre d'accord sur un verdict, mais le juge leur a demandé de retourner et de reconsidérer. Le jeudi 9 août 1888, ils sont à nouveau revenus et le contremaître a informé les tribunaux qu'il n'y avait aucune possibilité d'un accord car ils étaient divisés sur le verdict. Le juge a renvoyé le jury. 3 mois plus tard, le 5 novembre, le deuxième procès de Louisa Collins a commencé. Les mêmes preuves ont été entendues, mais une fois de plus, le jury était divisé et incapable de parvenir à un verdict. Lorsqu'un jury n'a pas pu parvenir à un verdict après 2 procès. Il était d'usage que l'affaire contre le défendeur soit abandonnée, mais il a été décidé par les tribunaux de Nouvelle-Galles du Sud que Louisa Collins devrait être jugée pour le meurtre de son premier mari Charles Andrews. Ce procès a commencé à la fin de novembre. L'accusation a raconté au tribunal comment, après avoir épousé le défunt à 18 ans et avoir eu 9 enfants, elle s'est lassée de lui. Quand elle a rencontré Michael Collins, le jeune homme qui logeait dans leur propriété. Mais lorsque son mari l'a expulsé de leur maison et a interdit à sa femme de le voir, l'accusé l'a froidement empoisonné. La défense, cependant, a expliqué que le défunt aurait été exposé à l'arsenic pendant sa vie et après avoir été enterré, il était possible que l'arsenic ait pu pénétrer dans son corps par le sol ou le cercueil. Ils ont annoncé qu'il était impossible d'établir au-delà d'un doute raisonnable que l'accusé était responsable de la mort de son mari. Lorsque l'accusation et la défense ont présenté leur cas, le jury a été envoyé pour délibérer, mais tout comme les 2 précédents procès, ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur un verdict.
Louisa Collins a maintenant été jugée 3 fois, 2 fois pour le meurtre de son deuxième mari, Michael Collins, et une fois pour le meurtre de son premier mari, Charles Andrews, et chaque fois, le jury n'a pas réussi à se mettre d'accord. L'affaire a été largement rapportée dans les journaux, et tout comme les 3 jurys, l'opinion publique était également divisée sur sa culpabilité dans ces crimes. Après le 3e procès, on présumait que Louisa Collins serait libérée. Étonnamment, cependant, un 4e procès a été ordonné, et cette fois, elle serait à nouveau poursuivie pour l'empoisonnement de son deuxième mari, Michael Collins. Le 4e procès de Louisa Collins a commencé le 6 décembre 1888 au tribunal criminel central de Sydney, et a suivi le même format que les précédents, avec des témoignages des mêmes témoins. Cependant, cette fois, le ministère public a pu établir que l'entreprise où le défunt avait travaillé n'utilisait pas d'arsenic dans ses activités quotidiennes. Michael Collins n'aurait donc pas été exposé au poison sur son lieu de travail. À Doestor, le samedi 8 décembre 1888, le juge a résumé l'affaire et le jury s'est ensuite retiré pour délibérer du verdict. 2 heures plus tard, ils sont revenus et lorsque le juge a demandé s'ils avaient retrouvé l'accusé coupable ou non coupable, le président du jury a répondu « coupable ». Il y a eu un soupir dans la salle d'audience avant que le juge ne se tourne vers l'accusée et lui demande si elle avait quelque chose à dire. Elle a répondu qu'elle n'avait rien à dire. Le juge a alors condamné Louisa Collins à la mort par pendaison. Les journaux et le peuple de Nouvelle-Galles du Sud semblaient en diviser sur le verdict, mais la plupart convenaient qu'il était quelque peu inévitable que le tribunal finisse par trouver Louisa coupable. Certains journaux ont souligné, mais après 3 procès, au cours desquels un total de 36 hommes avaient entendu l'affaire et n'avaient pas pu parvenir à un verdict, il semblait injuste qu'elle soit pendue. Ils ont estimé que toute preuve indiquant sa culpabilité était circonstancielle. Le gouvernement de l'État avait pu consacrer des ressources illimitées à l'affaire, alors que la défenderesse n'avait pas pu payer son propre avocat et était représentée à chaque procès par une équipe de défense qui n'a reçu aucun paiement. Juste avant Noël, Sir Ninian Melville s'est levé au Parlement de la Nouvelle-Galles du Sud pour exprimer ses préoccupations concernant la sentence. Cela a déclenché un débat dans la Chambre, mais la loi stipulait que le crime de meurtre était punissable de mort et Madame Collins avait été reconnue coupable de ce crime, donc à moins qu'il y ait un changement dans la loi, elle serait pendue. L'affaire fascinait toujours le public et les journaux continuaient à publier des histoires sur le procès et les preuves impliquées. Il a été suggéré que les enfants de Louisa avaient été guidés par l'accusation sur ce qu'il fallait dire à la barre des témoins. Lors du premier procès, son fils adolescent avait dit au tribunal qu'il ne se souvenait d'aucune occasion où il avait vu ses parents se disputer. Mais son témoignage a changé lors du 4e procès, lorsqu'il a déclaré qu'il se disputait parfois lorsque sa mère buvait. La seule chose que les gens avaient du mal à comprendre, la vie de Michael Collins n'était pas assurée. Donc Louisa n'avait aucun motif de l'empoisonner et n'a tiré aucun bénéfice financier de sa mort. L'accusation n'a également jamais pu fournir de preuves qu'elle ait jamais acheté de l'arsenic autre que la boîte de Roff van Rans que, comme tant de gens à l'époque, elle gardait dans la cuisine. Louisa a toujours nié avoir empoisonné ses maris et pensait qu'après avoir été jugée 4 fois, elle serait graciée et sa peine commuée. Mais le 8 janvier 1889, Louisa Collins a été pendue à la prison de Darlinghurst. Elle avait 41 ans et était la dernière femme à être pendue dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud. Le prochain cas provient des États-Unis des années 1870. Laura Hunt était née le 22 juin 1837 dans la petite ville de Holly Springs dans le Mississippi. Sa famille a beaucoup déménagé car le père de Laura n'avait pas d'emploi stable et se déplaçait là où il pouvait trouver du travail. Finalement, ils ont fini à la Nouvelle-Orléans. C'était une très jolie fille au caractère charmant et en 1853, alors qu'elle avait 16 ans, elle a épousé un gentleman nommé William Stone qui travaillait comme marchand d'alcool. Il avait 20 ans de plus que Laura, mais un an plus tard,
En 1854, il est mort laissant Laura veuve à 17 ans. Suite au décès de son mari, Laura s'est inscrite à l'école pour se former et devenir enseignante. Avant de terminer ses études, elle s'est remariée, cette fois avec un homme nommé Thomas Grayson. Cependant, il s'est avéré être un mauvais choix de mari. Il buvait souvent et était parfois violent. Au bout de 6 mois de mariage, Laura en avait assez et a entamé une procédure de divorce. Avec sa mère, elle a quitté le Mississippi pour s'installer en Californie, à San Francisco. Ils y sont restés un court moment avant de déménager à Shasta, où Laura a rencontré le shérif du comté nommé William Fair. Là encore, il était nettement plus âgé qu'elle, mais c'était un gentleman très respectable et charmant qui travaillait comme avocat. Ils se sont mariés et Laura a donné naissance à une fille qu'ils ont nommée Lillian Lorraine. William a décidé qu'il serait préférable pour sa femme et son enfant qu'ils vivent de tous à San Francisco. Ils ont déménagé dans la ville, mais la vie là-bas n'était pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. Il a eu du mal à établir sa pratique. Ses revenus ont diminué, et il est devenu de plus en plus difficile de subvenir aux besoins de sa famille. William Fair s'est suicidé en décembre 1861. Laura avait maintenant 24 ans et avait été mariée 3 fois. 2 fois veuve et 1 fois divorcée. William n'a pas laissé une fortune dans son testament, mais avec l'argent qu'elle a hérité, elle a déménagé à Sacramento, où elle a acheté une pension de famille qu'elle prévoyait de gérer avec l'aide de sa mère. À l'insu de Laura, Sacramento n'avait pas beaucoup de visiteurs à l'époque, car le gouvernement de l'État était en récess. Elle a eu du mal à gagner de l'argent et, face à de grandes dettes, elle n'avait guère d'autre choix que de trouver un emploi. Elle a décroché un rôle d'actrice à l'Opéra Maguire à San Francisco. Elle était, selon tous les comptes, une très bonne actrice, mais lorsque la production a pris fin, elle a décidé de ne pas poursuivre sa carrière d'actrice et a plutôt quitté la Californie pour se rendre au Nevada, où elle a ouvert une pension de famille à Virginia City. Son arrivée a coïncidé avec une grande découverte de minerais d'argent, située sous le versant est du mont Davidson, près de Virginia City. C'était la première découverte majeure de minerais d'argent aux États-Unis, et cela a déclenché une ruée vers l'argent des prospecteurs, vers la région, tous essayant de faire valoir leurs revendications. Alors que le camp minier commençait à grandir, la ville était devenue un centre commercial animé. Laura et sa mère possédaient l'hôtel Tahoe House de 37 chambres. Les affaires ont prospéré et Laura, avec son apparence juvénile et sa manière élégante, est devenue une figure bien connue et appréciée dans la ville. Parmi les nombreuses personnes qui se sont rendues à Virginia City pour essayer de gagner rapidement de l'argent, il y avait un avocat de San Francisco âgé de 47 ans et ancien législateur de l'État de Californie nommé Alexander Crittenden. Il était originaire de Lexington dans le Kentucky et avait obtenu son diplôme de l'Académie militaire de West Point. Il est resté dans l'armée pendant environ 1 an avant de la quitter et de commencer à travailler dans le secteur ferroviaire. Il s'est marié et a déménagé au Texas où il a étudié pour devenir avocat. Alexander était issu d'une famille riche et bien connectée. Il a donc rapidement été admis au barreau et ensuite en 1852, il a déménagé en Californie. Le succès lui venait aisément. Il a créé son propre cabinet d'avocat et a été élu à la législature de l'État où il a siégé pendant 4 ans, finissant par devenir le président du comité judiciaire. Après avoir terminé sa carrière politique, il était retourné à San Francisco et a continué à travailler dans son cabinet d'avocat. Mais maintenant, avec 7 enfants et l'idée des grandes sommes d'argent que généraient les mines d'argent, Alexander Crittenden a décidé qu'il bénéficierait grandement sur le plan financier s'il se rendait à Virginia City et créait son propre cabinet d'avocat. Il est arrivé en 1864 et a loué une chambre à l'hôtel très agréable Tahoe House, propriété de Madame Laura Fair. Il était grand, beau et éloquent, et la jeune Laura, libre d'esprit, lui accordait beaucoup d'attention. Ils ont vite commencé à passer les soirées ensemble puis les nuits. Les autres résidents de l'hôtel chuchotaient qu'Alexander Crittenden était un invité très spécial, et en quelques mois seulement, après leur première rencontre, Laura et Alexander se promenaient en date ensemble dans les rues de la ville et déclaraient qu'ils étaient très amoureux l'un de l'autre.
Laura avait été mariée 3 fois et tenait beaucoup à ce que le nouvel homme de sa vie la prenne pour épouse. Elle appela pousser Alexander à l'épouser, lui demandant constamment quand il se marierait encore légalement. À l'époque, la société faisait une nette distinction entre les femmes mariées et les femmes non mariées, et Laura tenait à préserver sa bonne réputation. Alexander a accepté de l'épouser, mais a repoussé toutes les dates de mariage. Il lui disait qu'il avait juste quelque chose à régler d'abord, et essayait de se donner quelques semaines de plus avant qu'elle ne remette le sujet sur le tapis. Son cabinet a commencé à prospérer. Il retournait en Californie pour rendre visite à sa famille, mais la vie a soudainement changé quand, au début de 1865, sa femme nommée Clara a insisté pour qu'elle et les enfants le rejoignent au Nevada. Maintenant, il avait un problème car sa maîtresse et sa femme allaient vivre dans la même ville. Ce n'était pas San Francisco avec une population de 150 000 où il aurait été plus facile de garder des secrets de Clara. Virginia City était beaucoup plus petite. La population était de 25 000 et lui et Laura étaient devenus des résidents bien connus et n'avaient jamais caché leurs sentiments l'un pour l'autre. Il n'avait pas d'autre choix que de dire à Laura qu'il était marié et que sa femme et ses enfants le rejoindraient à Virginia City. Laura a été très bouleversée par cette révélation. Elle s'était demandé si Alexander avait été entièrement honnête avec elle, mais elle était tellement éprise de lui qu'elle l'avait pris au mot. Il a insisté sur le fait qu'il voulait être avec elle et a promis de demander le divorce. Cependant, quand Clara est arrivée, il a loué une belle maison pour que toute sa famille y vive et a également gardé sa chambre à l'hôtel. Quand sa femme lui a demandé pourquoi il avait besoin de garder la chambre, il lui a dit que c'était très important de le faire pour des raisons professionnelles. Il passerait désormais ses journées avec Laura et ses soirées avec sa femme. Il est devenu très habile à se déplacer entre l'hôtel et la maison et disait à ces deux dames exactement ce qu'elles voulaient entendre. Il était réticent à abandonner Laura et continuait de promettre de divorcer de sa femme, mais il avait de jeunes enfants, une entreprise prospère et une très bonne réputation. Il était parfaitement conscient que le fait d'abandonner sa femme et ses enfants pour devenir le 4e mari de Laura Fair serait très mal vu par le cercle social éminent dans lequel il évoluait et n'aurait qu'un effet néfaste sur son entreprise. Pendant les 5 années suivantes, Alexander a réussi à garder sa maîtresse et sa femme séparées, alors que Laura continuait à demander quand il allait divorcer et l'épouser. Il semblait que Clara Crittenden ignorait l'infidélité de son mari. Alexander était un avocat compétent. Il avait de nombreux clients qui comprenaient d'un temps des individus fortunés et des entreprises relativement grandes. Alors que son cabinet d'avocat de Virginia City s'était établi, il a commencé à passer du temps à travailler dans son principal cabinet d'avocat à San Francisco. Pendant son temps où il voyageait entre les deux villes, des rumeurs ont commencé à émerger qu'il avait une maîtresse. Dans une tentative de mettre fin à toutes les spéculations, il a insisté sur le fait que Laura Fair n'était rien de plus qu'une connaissance qu'il connaissait depuis un certain nombre d'années, car elle était la propriétaire de l'hôtel Tahoe House. Il est rapidement devenu très évident que si Alexander voulait exercer un cabinet d'avocat à la fois au Nevada et en Californie, il ne pourrait pas garder sa femme et une maîtresse. Finalement, il a cédé aux exigences de Laura et lui a dit qu'il divorcerait de Clara. Il a dit qu'il ferait cela en Indiana, car les tribunaux y étaient bien plus indulgents. Il lui a demandé de se rendre à New York où il la rejoindrait, afin qu'ils puissent se rendre ensemble en Indiana. Comme d'habitude, Laura a cru chacun de ses mots et l'a attendu. Mais Alexandre n'est jamais arrivé et finalement Laura a reçu une lettre lui disant qu'un problème financier l'avait empêché de voyager. Elle était furieuse, mais quelques semaines plus tard, il l'a persuadée de le rencontrer dans la belle et très à la mode ville de White Sulphur Springs. Ici, ils ont réaffirmé leur amour éternel. La relation a continué, Laura était retournée à San Francisco avec sa mère et sa fille. Alexander lui rendait visite et lui disait toujours qu'il finirait par divorcer de Clara. Mais par 1870, Laura en avait assez de ses promesses vides. Le couple se disputait de plus en plus fréquemment et elle se demandait si elle avait gaspillé les 6 dernières années avec un homme qui l'avait trompée. Elle avait maintenant 33 ans et était toujours souvent approchée par des messieurs très désireux de la courtiser.
dont un homme très élégant nommé Jesse Snyder. Ils ont eu une brève relation avant qu'il ne devienne son 4e mari. En apprenant que Laura s'était mariée, Alexander était désemparé. Il lui a écrit une série de lettres proclamant son amour. Dans une lettre, il a écrit « Je suis misérable, insupportablement, infiniment misérable. Je n'ai de cœur ou d'esprit pour rien, je ne peux penser qu'à toi. » Quand il l'a rencontrée à nouveau, ils ont convenu qu'ils devaient être ensemble et ont tous deux promis de divorcer. Le divorce de Laura a été finalisé le 5 octobre 1870, et maintenant elle était convaincue qu'enfin elle serait avec l'homme qu'elle aimait. Elle a vendu une partie de ses meubles et s'est préparée à déménager dans la maison d'Alexandre. Elle savait que sa femme, Clara, et les enfants avaient été envoyés à l'Est, et elle supposait que c'était pour qu'elle puisse accepter le divorce. Mais Alexandre Crittenden n'allait pas divorcer de sa femme. En fait, il n'avait même pas discuté d'une telle chose avec elle, et quand Laura a appris que Clara allait bientôt revenir de son voyage et que son mari allait la rencontrer, elle était furieuse. Elle se rendit à Kearney Street et demanda à un armurier d'échanger le revolver Colt qu'elle possédait contre un pistolet à 4 canons plus petit et plus moderne, qui pourrait facilement être dissimulé dans un sac de dames. Elle a appris que Clara et les 3 enfants qui l'avaient accompagnée lors du voyage rentreraient le 3 novembre et arriveraient à la gare d'Auckland. Le jour venu, Laura s'habilla entièrement en noir, y compris un voile pour couvrir son visage, et glissa le pistolet nouvellement acquis dans son sac. Elle prit ensuite un bateau pour Auckland, où elle attendit patiemment l'arrivée du train. Elle vit Alexandre assis non loin. S'il la voyait, il n'aurait aucune idée de qui était cette dame mystérieuse. Elle ne semblait pas déplacée, car à l'époque, beaucoup de femmes récemment veuves portaient des robes noires et un voile noir complet lorsqu'elles se trouvaient dans des lieux publics. Lorsque le train est arrivé à la gare, Clara Crittenden et les 3 enfants sont descendus et Alexander s'est dirigé vers eux. Laura a remarqué que tout semblait normal. Clara a pris son bras et ils se sont dirigés vers le quai d'Auckland pour monter à bord du ferry qui les ramènerait à San Francisco, obscurci derrière son voile. Laura était assise tout près et elle observait attentivement le couple. Puis soudainement, juste au moment où le bateau quittait le port, elle s'est dirigée vers Alexandre. Quand il a vu l'étrange dame voilée s'approcher, il s'est levé. Alors qu'elle se rapprochait, elle a sorti le pistolet de son sac et lui a tiré une fois dans la poitrine. Puis elle s'est calmement éloignée. Alexandre est tombé au sol. L'équipage s'est empressé de lui porter secours. Un autre est allé vers Laura, qui était maintenant assise et restée tout à fait immobile et ne faisait aucun bruit. Le membre de l'équipage l'a désarmée et lorsque le bateau est arrivé à San Francisco, Laura Fer a été placée sous arrestation. Elle n'a pas nié avoir tiré sur le monsieur non armé sur le bateau. Elle a simplement dit que l'homme avait ruiné sa vie et celle de sa fille et qu'elle avait l'intention de le tuer. Alexander Crittenden n'était en fait pas mort. Il a été emmené chez lui où il a vécu pendant encore 48 heures avant de succomber finalement à ses blessures. Le jour de ses funérailles, les tribunaux fédéraux, d'État et municipaux ont été ajournés et c'était à l'époque l'une des plus grandes funérailles jamais organisées à San Francisco. Le procès des affaires juridiques a commencé le 27 mars 1871 et s'est avéré être une sensation. Comme le crime avait été rapporté dans tous les journaux, il avait attiré l'attention de nombreux militants éminents du mouvement pour les droits des femmes et ils ont essayé d'en faire plus une question sur la société et la moralité américaine du XIXe siècle et moins sur le fait réel que Laura Fer avait tiré sur Alexander Crittenden. Les avocates de Laura ont affirmé qu'au moment de l'incident, elle n'était en fait pas saine d'esprit et avait souffert d'une insanité intellectuelle partielle et d'une insanité morale partielle. Ils ont décrit avec éloquence une dame charmante et attentionnée dont l'état d'esprit avait été corrompu par des années de maltraitance émotionnelle de la part de la victime. Laura elle-même a dit au tribunal qu'elle n'avait aucun souvenir de ce qu'elle avait fait. L'accusation a dressé un tableau très différent d'un défendeur.
Ils ont dit qu'elle n'avait aucun antécédent d'instabilité mentale et qu'elle avait minutieusement planifié son crime. Elle avait acheté une nouvelle arme, s'était alors rendue à la gare, avait suivi sa victime sur le bateau et l'avait abattue. C'était un crime qui avait manifestement été planifié par une personne très logique dans sa réflexion. D'autres témoins ont déclaré que Laura poursuivait des hommes d'un certain statut financier et social et que l'argent était le moteur derrière tous les hommes qu'elle courtisait. Un témoin l'a décrite comme une femme légère, tandis que Clara Crittenden a innocemment informé le tribunal qu'elle était une épouse aimante et désintéressée, et que Laura Fair était une femme calculatrice et manipulatrice qui, pendant des années, avait essayé de persuader son mari de la quitter et de briser leur famille. Une fois le procès terminé, le jury s'est retiré pour délibérer. On pensait que cela pourrait prendre du temps car le procès durait depuis près d'1 mois, mais en fait, le jury est revenu en moins d'1 heure et a rendu le verdict de culpabilité. Laura a été condamnée à être pendue le 28 juillet. Il y a eu une réaction mitigée à San Francisco, mais la majorité des gens pensaient que le verdict était juste. La défense a déposé un appel et pendant qu'il était examiné, la date d'exécution de Laura a été suspendue. Finalement, le verdict a été annulé pour des raisons techniques et un nouveau procès a été ordonné qui a commencé en septembre 1872. Laura assistait au tribunal tous les jours, habillée entièrement en noir et portait un voile noir. Lorsque le procès s'est terminé, elle a été reconnue non coupable en raison d'une folie temporaire. Le verdict a fait sensation à San Francisco. La plupart des gens semblaient champendre penser que même si Laura n'était pas pendue pour son crime, elle devrait au moins purger une peine relativement longue en prison. Il y avait cependant ceux qui pensaient que le verdict était juste et que l'esprit de Laura avait été assez corrompu par un homme qui avait agi de manière très déshonorante envers elle. Désormais une femme libre, Laura a continué à vivre à San Francisco et avec le temps, elle est devenue une figure beaucoup moins proéminente et pouvait se promener dans la ville sans être remarquée. Elle est décédée le 19 octobre 1919 à l'âge de 82 ans. Le 4e cas provient de l'Écosse du XXe siècle. Oscar Joseph Leshchina est né dans une famille juive le 8 janvier 1872 dans la ville d'Oppen, qui faisait alors partie de l'Empire allemand. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, Oppen est devenue une partie de la Pologne et a repris son nom slave d'origine, Opole. C'était un bel endroit pour grandir, situé sur les rives de la rivière Oder. Pendant des centaines d'années, la ville d'Opsal a été très importante pour le commerce, et à la fin du XIXe siècle, elle avait une population d'environ 12 000 personnes. Son père travaillait comme boulanger et le jeune Oscar a bénéficié d'une éducation modeste et relativement bonne. En 1893, alors qu'il avait 21 ans, il décida de quitter sa patrie et de se rendre en Angleterre. De nombreux jeunes hommes avaient émigré illégalement d'Allemagne afin d'éviter le service militaire. Alors que beaucoup partaient aux États-Unis, la Grande-Bretagne était aussi une destination prisée. Le pays était une puissance économique et industrielle de premier plan en Europe, offrant de nombreux emplois. Il y avait aussi une grande communauté juive. Il s'est installé à Londres, mais au lieu de faire son chemin en tant que professionnel, il travaillait comme bookmaker. À l'époque, le jeu était considéré comme une partie importante des loisirs de la classe ouvrière victorienne et populaire parmi les résidents de l'Est de la ville. Des maisons de paris étaient présentes à Londres depuis longtemps. Ils acceptaient des petits points à paris et étaient rapides à payer les gagnants. Cela permettait des paris répétés les jours de course, donc les gens réinvestissaient souvent leurs gains dans des paris qu'ils perdaient par l'Assomption par la suite. Suite à l'interdiction des maisons de paris, celles-ci se sont déplacées dans les pubs et les rues de la ville. Ils embauchaient des coureurs pour collecter les paris et payer les gagnants. Il y avait aussi des guetteurs qui prévenaient s'il y avait des policiers dans la zone. Oscar a travaillé sous de nombreux pseudonymes, notamment Oscar Anderson, mais il a finalement adopté le nom Slater, qu'il a utilisé à des fins plus officielles. Cependant, son travail a fait qu'il est devenu connu de la police, et en 1896, il a été arrêté et accusé de blessures malveillantes présumées. Il a été arrêté à nouveau en 1897, accusé d'agression. Il a été acquitté dans les 2 cas.
En 1899, il a déménagé à Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Il était toujours bien habillé et donnait l'impression d'être un vrai gentleman, prétendant être dentiste et quelque peu expert en pierres précieuses. Mais Oscar semblait gagner sa vie en jouant. Après 2 ans à Édimbourg, il a déménagé à Glasgow. Il est devenu connu de la police, soupçonné de diriger une opération de paris illégale. Il avait été marié, mais sa femme buvait beaucoup, alors il l'a quittée et a commencé une relation avec une jeune Française, nommée Mademoiselle Andrincé Antoine. Alors qu'Oscar prenait des paris et jouait, elle gagnait son argent en divertissant les messieurs qu'il appelait Hout. La loi sur les paris de rue a été adoptée en 1906, mais de nombreuses personnes de la classe ouvrière ont continué à placer régulièrement des paris avec des bookmakers dans leur maison. Bien qu'illégale, la police semblait réticente à faire respecter cette loi dans les rues. Mademoiselle Marion Gilchrist était une dame âgée qui vivait dans un spacieux appartement au premier étage au 15 Queen's Terrace, West Princess Street à Glasgow. C'était une dame très riche ayant hérité d'une grande fortune de son père. En 1908, elle a célébré son 83e anniversaire. Elle vivait avec sa femme de ménage, une jeune dame nommée Mademoiselle Hélène Lambay. Au début de la soirée du lundi 21 décembre 1908, un monsieur nommé monsieur Arthur Adams, qui vivait avec ses sœurs dans l'appartement directement en dessous de Mademoiselle Gilchrist, a entendu 3 coups sur son plafond. Il avait précédemment dit à Mademoiselle Gilchrist que si elle avait jamais besoin d'aide, de frapper sur le sol. Encouragé par ses sœurs, il est allé voir si Mademoiselle Gilchrist avait besoin d'aide. Il a descendu les escaliers en courant, mais a trouvé la porte de l'appartement de Mademoiselle Gilchrist verrouillée. Il a sonné, mais personne n'a répondu. Étrangement, il percevait de légers sons provenant de l'intérieur. Pensant que tout était probablement en ordre, il est retourné à son appartement. À la surprise de M. Adams, ses sœurs lui ont dit de retourner immédiatement vérifier leur voisin âgé. En revenant vers l'appartement, il a vu la femme de chambre de Mademoiselle Gilchrist, Mademoiselle Hélène Lambie, dans les escaliers. Elle était sortie dans la rue pour acheter un journal à sa maîtresse, chose qu'elle faisait la plupart des soirées. Mademoiselle Lambie a déverrouillé la porte et est entrée dans l'appartement avec Monsieur Adams. Un monsieur bien habillé est apparu et s'est précipité hors de la porte, dans les escaliers et dans la rue. Cela semblait très inhabituel. Mademoiselle Lambie n'était pas au courant que sa maîtresse attendait un visiteur, et elle-même n'était partie que quelques minutes. Mademoiselle Lambie a cherché sa maîtresse dans la cuisine et une des chambres, mais sans succès. Elle est ensuite entrée dans la salle à manger, où elle a été confrontée à une vue horrifique de Mademoiselle Gilchrist, allongée face contre terre. Du sang sortait de sa tête. Monsieur Adams s'est précipité dans la rue pour demander de l'aide. Il a cherché son médecin et a alerté la police. Cependant, Mademoiselle Gilchrist était morte. Le médecin a confirmé son décès par traumatisme crânien. La police a examiné la scène. C'était étrange. Il n'y avait aucun signe d'effraction, ce qui suggérait que l'agresseur pourrait avoir été connu de la défunte. Une boîte d'allumettes et une lampe à gaz allumée se trouvaient dans la chambre. Des papiers étaient éparpillés partout et une petite boîte avait été forcée. La police suspectait le vol comme mobile du crime. Bien que la précieuse collection de bijoux de Mademoiselle Gilchrist n'ait pas été prise, il semblait qu'il ne manquait qu'une broche en diamant en forme de croissant. La police a demandé à Mademoiselle Lambie et à Monsieur Adams des informations sur le gentleman qu'ils avaient vu quitter les appartements et ils ont donné une description similaire mais pas identique. Alors que la nouvelle du meurtre d'une dame de 83 ans sans défense commençait à se répandre dans la ville, la police a réalisé qu'elle devrait attraper le coupable le plus tôt possible. 2 jours plus tard, le 23 décembre, une jeune fille de 14 ans nommée Mademoiselle Mary Barrowman s'est présentée. Elle a affirmé avoir aussi vu le même monsieur quitter le bâtiment. Elle a dit à la police qu'il était tellement pressé qu'il a failli la bousculer. Cependant, sa description était très différente de celle donnée par Mademoiselle Lambie et Monsieur Adams. Le jour suivant, un autre témoin s'est présenté et a informé la police qu'un monsieur qui vivait à St. George's Road, près de la maison de Mademoiselle Gilchrist, était en possession d'un ticket de gage pour une broche en diamant. La police savait qu'une broche avait été prise lors de l'attaque. Le nom du monsieur était Oscar Lechsiner, mais il se faisait principalement appeler Oscar Slater. Il était un Allemand de 37 ans et était connu pour gagner sa vie de manière très douteuse.
La police a visité la maison de M. Slater, mais la femme de ménage leur a dit que le 21 décembre, Oscar était à la maison. La femme de ménage a également informé les détectives que M. Slater avait quitté Glasgow avec sa maîtresse, mademoiselle Sandra Antoine. Elle a dit qu'ils avaient voyagé à Liverpool et embarqué sur le navire Lusitania, en direction de New York. Ils avaient réservé leur passage sous de faux noms. Au lieu de cela, ils avaient utilisé le pseudonyme de Monsieur et Madame Otto Sandow. La police a continué à enquêter et a rapidement découvert que la broche chez le prêteur sur gage était en réalité là depuis un certain temps et était différente de la broche qui avait été volée. Cependant, M. Oscar Slater restait pour eux un suspect crédible. Un mandat d'arrêt a été émis, la police de New York a été contactée et une demande d'extradition a été faite. Le Lusitania est arrivé à New York le 2 janvier 1909 et M. Oscar Slater a été arrêté et emmené à la prison de Tombs. Pensant que la police avait résolu l'affaire et attrapé le meurtrier, les journaux écossais ont publié une photo du suspect. Cela a été suivi par davantage de témoins qui se sont présentés pour dire à la police qu'ils avaient vu le même gentleman au début de la soirée du 21 décembre à proximité de West Princess Street. Cependant, il semblait étrange que ces témoins ne se soient manifestés qu'après l'impression de la photo du suspect et qu'une récompense de 200 livres ait été offerte pour des informations menant à une arrestation et une condamnation. On a demandé à M. Adams, Mlle Lambie et Mlle Mary Burryman d'accompagner les détectives à New York. À leur arrivée, les deux jeunes dames ont identifié Oscar Slater comme un gentleman qu'elles avaient sans vue quitter la propriété de Miss Gilchrist. M. Adams n'était pas si convaincu que c'était le gentleman qu'il avait vu. On a conseillé à M. Oscar Slater que la demande d'extradition ne serait probablement pas couronnée de succès, mais il était très bouleversé d'avoir été accusé d'un crime aussi terrible et a volontairement accepté de retourner en Écosse pour laver son nom. La presse a rapporté la nouvelle qu'il retournerait à Glasgow. Ils ont consacré des colonnes à sa vie, informant leurs lecteurs qu'il avait quitté l'Allemagne pour éviter le service militaire. Ils ont ajouté qu'il était juif, sachant qu'à l'époque, il y avait eu une augmentation des sentiments anti-juifs. Au lieu que la presse reste quelque peu impartiale, il semble être convaincu qu'Oscar était coupable. Le fait qu'il soit revenu en Écosse de son plein gré n'a guère convaincu quiconque qu'il pourrait être innocent. La police a fouillé ses bagages et a découvert un marteau. Il pensait ainsi que cela aurait pu être l'arme du meurtre, bien que certains experts avaient conseillé que le marteau était trop petit pour avoir infligé les blessures à Macrellet Mlle Gilchrist. En février 1909, des témoins qui auraient vu un gentleman autour de la zone de la terrasse de la Reine le 21 décembre 1908 ont été invités à assister à un défilé d'identité. La plupart ont choisi Oscar. Tous, cependant, avaient déjà vu sa photo dans les journaux. Monsieur Oscar Slater a été accusé de meurtre. Le procès d'Oscar Slater a commencé à Édimbourg le 3 mai 1909. Miss Lambie et Miss Barrowman ont toutes deux été appelées à témoigner et ont pu informer le tribunal que le défendeur était un gentleman qu'elles avaient franc vu dès cette nuit-là. Cependant, M. Adams, qui n'avait pas pu identifier M. Slater comme étant la personne qu'il avait vue quitter l'appartement de Miss Gilchrist, n'a pas été appelé à témoigner. L'accusation a décrit la manière dont le défendeur menait ses affaires quotidiennes et a créé l'impression qu'il était un personnage douteux, qui se frayait un chemin dans la vie par des moyens illégaux et immoraux. Le public était fasciné par l'affaire. Au fil du procès, ils étaient de plus en plus convaincus qu'Oscar Slater était coupable. Cependant, le ministère public n'a pas pu fournir de preuves matérielles. Il n'y avait ni empreinte digitale, ni vêtements tachés de sang. Il y avait aussi le fait que seule une broche avait été prise et que le reste de la précieuse collection de bijoux avait été laissé. Pourquoi Oscar Slater aurait-il cherché un document d'une vieille dame qu'il n'avait probablement jamais rencontrée auparavant ? Il y avait aussi l'alibi fourni par sa maîtresse et la femme de chambre, mais l'accusation a rappelé au jury que Miss André-Antoine était une dame qui gagnait son argent en divertissant des messieurs visiteurs, et donc elle n'était pas quelqu'un dont le témoignage pouvait être digne de confiance. La presse et le public semblaient en avoir négligé beaucoup de preuves. Le fait que la broche dans le prêteur sur gage n'était pas celle de Miss Gilchrist. Le voyage à New York avait été organisé bien avant que le crime n'ait eu lieu. La description initiale de l'homme qu'avait vu Miss Barrowman la nuit du meurtre était significativement différente de celle donnée par Miss Lambie et M. Adams. Le petit marteau trouvé n'aurait pas pu être l'arme du meurtre,
et le procureur n'a pas pu expliquer comment un défendeur aurait pu entrer dans l'appartement car il n'y avait aucun signe d'effraction. Mais aux yeux de la presse et du public, Oscar Slater était coupable. Lorsque le procès s'est terminé, le juge a résumé l'affaire et a dit « Un homme de ce genre n'a pas la présomption d'innocence en sa faveur ». Lorsque le jury était revenu, ils ont trouvé l'accusé coupable à une majorité de 9 à 6, 5 pensant que l'affaire n'était pas prouvée et un croyant Oscar non coupable. Le juge a condamné Oscar Slater à mort. La date de son exécution a été fixée au 27 mai 1909. Il n'y avait pas de droit de faire appel d'une décision de tribunal, donc les avocats de la défense ont lancé une pétition qui a vite rassemblé plus de 20 000 signatures. Le secrétaire d'État pour l'Écosse, Lord Petland, a été soumis à la pression pour commuer la peine, et finalement il l'a faite. Juste 2 jours avant que Oscar ne soit pendu, sa peine a été changée en emprisonnement à vie. Malgré le fait que la presse et le public étaient très contre Oscar Slater pendant son procès, alors qu'il commençait à purger sa peine, il y avait ceux qui ont commencé à remettre en question sa culpabilité. En 1910, un avocat et criminologue écossais nommé William Rutherford a publié le procès d'Oscar Slater, qui mettait en évidence le faible dossier que l'accusation avait présenté contre lui. 2 ans plus tard, en 1912, l'auteur des livres de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, a publié un document intitulé « Le cas d'Oscar Slater ». Ici, il a conclu qu'Oscar devrait être gracié et libéré. Il a estimé que le meurtrier cherchait des documents spécifiques, comme le testament de Miss Gilchrist, et que le vol n'était pas le mobile du crime. Cela expliquerait pourquoi seule une broche a été prise sur la propriété. On croyait que Miss Gilchrist avait récemment modifié son testament, excluant de nombreux membres de sa famille. En 1914, le politicien Thomas Mackinnon Wood a ordonné une enquête privée sur l'affaire. Un détective nommé John Thompson Tranch, qui avait travaillé sur l'enquête en 1908, a fourni des informations qui auraient été délibérément dissimulées au procès par la police. Cependant, il a été renvoyé de la force et poursuivi sur des accusations dont il a finalement été acquitté. L'enquête a également révélé que le procès initial d'Oscar Slater n'avait pas été entaché de préjugés. Le temps a passé. La Première Guerre mondiale a débuté en 1914 et a pris fin en 1918. Les années 1920 sont arrivées avec des progrès dans la communication et l'industrie. Le cas de M. Oscar Slater était à peine mentionné et il restait dans la prison de Peterhead, disant à quiconque voulait l'écouter qu'il était un homme innocent. Il y avait cependant ceux qui pensaient en toujours qu'il avait subi une erreur judiciaire. En 1924, John Thompson Trench a de nouveau parlé de l'enquête. Il a dit que la nuit du meurtre, Miss Lambie avait nommé un gentleman qu'elle avait vu quitter les appartements et le nom qu'elle avait donné n'était pas Oscar Slater mais quelqu'un nommé A.B. Cependant, lorsque la police a reçu l'information sur la broche mise en gage, il a été décidé qu'Oscar Slater était le principal suspect et les ressources ont été concentrées sur son arrestation. En 1925, Oscar a réussi à faire sortir une note de la prison par un codétenu, qui a été transmise à Sir Arthur Conan Doyle. La note demandait qu'il continue à se battre en son nom. Conan Doyle a demandé au secrétaire d'État de libérer Oscar Slater, mais cette requête a été rejetée. Au cours des 2 années suivantes, Oscar a été mentionné occasionnellement dans la presse, mais le public avait largement oublié son cas. En 1927, l'auteur William Park a publié un livre intitulé « La vérité sur Oscar Slater » et le cas a de nouveau été rapporté dans les médias. Après avoir examiné toutes les preuves, l'auteur a cru que la personne qui a assassiné Miss Gilchrist la connaissait probablement et c'est pourquoi il n'y avait pas eu d'effraction dans son appartement car le meurtrier avait été invité à l'intérieur. Il a considéré que l'agresseur voulait un document qui aurait pu être un testament. Il pensait que le meurtre n'avait peut-être pas été prémédité, mais comme l'agresseur n'a pas pu obtenir le document, il a peut-être discuté avec et blessé la vieille dame et craignait qu'elle ne le dénonce à la police. Il a paniqué et l'a assassiné. C'était la même conclusion à laquelle Sir Arthur Conan Doyle était parvenu 15 ans plus tôt. Le contenu du livre et l'intérêt renouvelé de la presse qui en a résulté ont conduit le solliciteur général pour l'Écosse, Alexander Monro MacRoberts, à conclure que la condamnation d'Oscar Slater n'était plus prouvée.
Le 8 novembre 1927, il a émis les déclarations suivantes. Oscar Slater a maintenant accompli plus de 18 ans et demi de sa peine à perpétuité et je me suis senti justifié de décider d'autoriser sa libération sous licence, dès que des arrangements adéquats lui seront possibles. 6 jours plus tard, Oscar Slater a été libéré de prison. Le 8 juin 1928, l'affaire a été portée en appel devant 5 juges. La condamnation originale a ensuite été annulée au motif que le juge, en 1909, n'avait pas correctement dirigé le jury. Oscar n'a reçu que 6 000 livres en dédommagement. En 1935, il a épousé une dame écossaise locale d'origine allemande, nommée Lina Wilhelmina Schad. Ils se sont installés à Aïr, ville balnéaire, où ils vendaient et réparaient des antiquités. En tant qu'Allemand, lui et sa femme ont été internés pendant un court moment au début de la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il n'était pas retourné en Allemagne depuis de nombreuses années et n'était plus un citoyen allemand. Oscar Slater est décédé en 1948 de cause naturelle. Au fil des années, de nombreuses théories ont été avancées sur l'identité du responsable du meurtre de Marion Gilchrist, mais il s'agit d'une affaire qui reste non résolue. Pour le 5e et dernier cas, nous nous rendons aux États-Unis à la fin des années 1870. Mary Elizabeth Stannard est née en 1856 à Madison, comté de New Haven, Connecticut. Dans sa jeunesse, elle était perçue comme timide. Elle vivait avec son père nommé Charles, sa belle-mère et sa demi-sœur nommée Suzanne. Mary était une enfant serviable qui rangeait la maison et faisait ses corvées sans rechigner. Elle avait une certaine éducation mais avait du mal à l'école. Adolescente, elle travaillait quand possible, souvent en nettoyant les grandes maisons de Madison. Elle était connue de la plupart des habitants de la ville pour son comportement joyeux. On a remarqué qu'elle était souvent approchée par de jeunes hommes, tous semblant désireux de faire sa connaissance, mais tout le monde considérait Mary comme une jeune dame douce et innocente. C'est donc une surprise quand, en 1875, les gens ont commencé à se demander si mademoiselle Mary Stannard était enceinte. Le 7 avril 1876, alors qu'elle avait 19 ans, Mary a donné naissance à un petit garçon qu'elle a nommé William Victor Stannard. Il semblait bientôt que tous les 1600 habitants de Madison connaissaient bien sa situation, et il se murmurait que le père était un jeune homme marié qui vivait dans la ville de Wallingford. Qui qu'il soit, il n'avait aucune intention de quitter sa femme et d'épouser Mary. À l'époque, une femme qui donnait naissance à un bébé alors qu'elle n'était pas mariée était considérée comme immorale, et cela entraînait un certain stigmate social. Cependant, Mary était considérée avec beaucoup plus de sympathie, car bien qu'elle ait toujours été courtoise et polie, elle faisait de son mieux pour aider les gens quand elle le pouvait. Beaucoup d'habitants de Madison la considéraient comme une jeune dame assez simple d'esprit. Mary s'occupait de son bébé dans la petite maison, et elle était souvent visitée par des amis et des parents. Mais elle voulait subvenir seule aux besoins de son enfant. Elle n'était pas prête à rester à la maison et à accepter la charité des autres. Le révérend Herbert H. Hayden était un ministre méthodiste de 27 ans qui avait été nommé au village de Rockland, à une dizaine de kilomètres de Madison. Il avait épousé sa femme nommée Rosa le 8 août 1871 et en 1873, Rosa a donné naissance à une fille. C'était une jeune femme agréable et travailleuse qui était employée comme enseignante. Elle était intelligente, mais considérée comme ayant une constitution délicate. Elle avait subi de terribles pertes dans sa vie, car en l'espace d'1 an après son mariage, sa mère, sa sœur et son frère sont tous morts de la consommation. Le révérend Hayden est né en 1850 à Boston, Massachusetts. Il était le fils d'un cordonnier et lorsqu'il avait 4 ans, la famille a déménagé à quelques kilomètres de là à Dayton, où son père a ouvert une épicerie qui est devenue une entreprise très prospère. Il a fréquenté l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Puis, il a travaillé comme apprenti charpentier, mais après 2 ans, il a reçu son appel à travailler comme pasteur. Il prétendait qu'il ne voulait pas entreprendre ce travail et priait pour ne pas avoir à le prendre, mais l'appel était trop fort, alors il a étudié pour devenir prédicateur. En 1876, on lui a demandé de devenir le pasteur du village de Rockland. Il a dûment accepté et, avec sa femme et ses 2 enfants, a déménagé dans une petite ferme à proximité. Les choses ne se passaient bien pour lui et sa réputation a tellement grandi qu'en août 1877, on lui a demandé s'il voulait aussi diriger le service du dimanche dans la ville de Madison.
À l'hiver de 1877, on lui a proposé un poste d'enseignant à Madison. Cela signifiait qu'il devait quitter sa famille le samedi après-midi pour s'y rendre. Il prêchait ensuite le dimanche et travaillait toute la semaine dans son poste d'enseignant avant de rentrer chez lui auprès de sa femme et de ses enfants le vendredi. C'était une période difficile pour la femme du prédicateur, Madame Rosa Hayden. Elle donnait des cours depuis la ferme et avait du mal à concilier son travail et la garde de leurs enfants, et maintenant, elle était de nouveau enceinte. Elle n'aimait pas non plus être laissée seule la nuit, inquiète pour sa femme. Le révérend Hayden a organisé pour qu'elles aient de l'aide, donc en décembre 1877, il a embauché mademoiselle Mary Elizabeth Stannard, une jeune femme qu'il connaissait déjà, car il avait rendu visite à la famille et les avait encouragés à aller à l'église. Le père de Mary avait également emprunté des outils au révérend. Il a été convenu que Mary aiderait madame Hayden pendant la semaine. Elle est arrivée à la maison le samedi après-midi, juste avant que le mari de madame Hayden ne parte, et elle y restait jusqu'au vendredi soir, lorsque le révérend Hayden revenait de Madison. La situation a perduré jusqu'à fin février 1878, quand l'école où enseignait le révérend Hayden a fermé, le forçant à rentrer vivre avec les siens. Cependant, les gens avaient commencé à soupçonner que l'intérêt du révérend pour la jeune Mary Stannard était plus qu'un simple pasteur préoccupé qu'il avait employé pour aider sa femme. On l'avait souvent vu en sa compagnie, et il y avait des rumeurs dans la ville selon lesquelles le couple aurait pu être impliqué dans quelque chose de plus sinistre. Bien que Mary ne travaillait plus à la maison des Hayden, ils lui ont demandé si elle pouvait s'occuper de leurs 2 enfants un soir de mars 1878, car ils étaient obligés d'assister à un souper aux huîtres organisé au profit de l'église de Rockland. Le souper a eu lieu très près de la maison. En fait, il était à moins de 230 pieds de distance, donc vers 9h du soir, le révérend Hayden est revenu pour vérifier les enfants. Il n'est parti que pour un court moment et tout était en ordre. Il est ensuite retourné au souper aux huîtres. En août 1878, Mary a séjourné chez son amie Miss Jane Studley, qui vivait à Guilford, Connecticut. Mary avait précédemment travaillé sur la ferme de Monsieur Studley, et Monsieur et Madame Studley considéraient Aunt Mary comme une jeune dame agréable qui avait eu la malchance de se retrouver précédemment dans des circonstances défavorables. Monsieur Studley a remarqué que Mary était très abattue, et a demandé à sa femme de lui parler. Après quelques persuasions, une Mary en larmes a raconté comment elle avait été intime avec un autre gentleman et craignait d'être à nouveau enceinte. Elle était très troublée par cela car elle savait qu'avoir un 2e enfant alors qu'elle n'était pas mariée apporterait la honte sur sa famille, et elle était sûre que cette fois, les bonnes personnes de Madison ne seraient pas aussi sympathiques envers sa situation. Madame Studley a demandé à Mary qui était responsable de cette malheureuse circonstance, mais Mary était très réticente à le dire. Finalement, cependant, elle a révélé en larmes que la personne était le révérend Hayden. Elle a dit que ça s'était passé en mars, pendant qu'elle s'occupait des enfants du révérend et de madame Hayden pour qu'ils puissent assister au souper aux huîtres. Elle a confié que le révérend était rentré durant la soirée, qu'ils avaient été intimes, puis qu'il était retourné au souper. Elle pensait qu'elle était maintenant enceinte de 5 mois. Madame Studley a observé Mary et en est venue à la conclusion qu'elle était effectivement enceinte. Mary a écrit une lettre à sa demi-sœur. Elle y a inclus une lettre qu'elle lui a demandé de transmettre au révérend. Dans cela, elle lui a demandé de l'accompagner à New Haven pour une interruption de grossesse. Elle a écrit qu'après, elle retournerait à la maison de Monsieur et Madame Studley jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment rétablie. Cependant, Monsieur Studley a dit qu'il ne voulait en aucune façon y participer, et le lendemain, il a accompagné Mary jusqu'à la petite maison de son père. À ce moment-là, elle avait décidé que la lettre qu'elle avait écrite au révérend Hayden ne devait pas être envoyée et a demandé à sa demi-sœur de la détruire. Mary lui a dit qu'elle était impatiente de lui parler en personne pour s'assurer que tout allait bien. Le lundi 2 septembre, Mary a rencontré le révérend Hayden. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter et qu'il s'occuperait de la situation. Il a dit qu'il achèterait des médicaments qui ferait disparaître le problème. Il a ensuite arrangé pour la rencontrer le jour suivant à 2h30 à côté du Big Rock, un rocher si grand qu'on lui avait donné un nom. C'était un endroit où poussaient des murs sauvages et qui était entouré de grands arbres. Son père est rentré à la maison vers 4h30 de l'après-midi et a remarqué que Mary n'était pas revenue. Il savait qu'elle était partie cueillir des mûres, mais elle aurait dû être de retour à présent, alors il est parti à sa recherche. Il a emprunté le chemin appelant son nom. Vers 5h30,
Monsieur Charles Stannard est tombé sur l'horrible spectacle de sa fille gisant morte sur le sol. Ses bras étaient décroisés sur sa poitrine, ses vêtements n'étaient pas dérangés et il n'y avait aucune indication qu'elle avait été impliquée dans une quelconque lutte. Son bonnet était soigneusement placé à ses côtés. Le seau qu'elle avait apporté ne contenait pas de mur. Monsieur Stannard s'est dépêché d'aller chercher de l'aide. Il a frappé à la porte de Monsieur Francis Miles, qui a alerté ses 2 fils, et ils se sont tous immédiatement rendus à l'endroit où Mary était allongée. La nouvelle du meurtre a alors commencé à se répandre dans toute la ville, et en peu de temps, plus d'une douzaine de personnes se sont rassemblées autour du corps à l'endroit isolé, dont un ministre méthodiste, le révérend Herbert H. Hayden. Une recherche a été faite pour l'arme, mais rien n'a été trouvé. Il commençait à faire noir et il avait commencé à pleuvoir. Le corps de Mary a été transporté à la maison de son père et la justice locale a été informée. Des rumeurs sur les circonstances de cette terrible tragédie se sont rapidement propagées à Madison et au-delà. Au début, on a supposé que Mary avait peut-être mis fin à ses jours, mais ses bras avaient été repliés. Elle avait reçu un coup à la tête et avait été poignardée à la gorge. Aucune arme n'a été vue à proximité et elle avait des ecchymoses au poignet. Le juge a ordonné qu'une autopsie soit effectuée, qui a eu lieu à 3h du matin le mercredi 4 septembre et a été réalisée par le docteur Rutus W. Matthewson. Il a conclu que la cause du décès était due à un coup à la tête avec un objet contondant et une blessure par arme blanche à la gorge. La mort de la pauvre Mary Stannard était la seule chose dont parlaient les habitants de Madison. Toute la journée du mercredi et du jeudi, les gens s'arrêtaient dans les rues pour voir si quelqu'un avait entendu parler de nouvelles occurrences dans l'enquête. Mais en vérité, le seul nom qui était mentionné était celui du révérend Herbert H. Hayden. Lorsque la demi-sœur de Mary a raconté au juge l'histoire de comment Mary avait arrangé pour rencontrer le pasteur pour discuter de sa condition, le shérif adjoint Hull a reçu l'ordre de l'arrêter. L'épouse du révérend venait d'accoucher de leur 3e enfant. Néanmoins, il a été pris en garde à vue. Le lendemain, des journalistes ont afflué à Madison pour tenter d'interviewer le suspect. Cependant, il n'était pas disposé à parler du crime dont il était accusé, se contentant de dire qu'il n'était pas coupable. Le crime est devenu le fait divers du moment. Le Hartford Courant a imprimé dans ses colonnes, au vu de l'état actuel de l'affaire, il ne peut y avoir que très peu de doutes sur sa culpabilité, et il semble qu'il ait été poussé par la peur à commettre le meurtre, et pourtant l'a fait de manière si maladroite qu'il lui était presque impossible d'échapper aux soupçons et à l'arrestation. Une audience a débuté le mardi 10 septembre à la mairie de Madison. Les organes vitaux de Mary Stannard avaient été conservés dans des bocaux de verre. Dans un étrange revirement, il a été révélé qu'au moment de sa mort, Mary n'était pas du tout enceinte. L'audience a également appris qu'une grande quantité d'arsenic avait été trouvée dans son corps, suffisamment en fait pour tuer jusqu'à 20 personnes. L'audience a duré 2 semaines, et le révérend Herbert Hayden a été reconnu innocent de toutes les accusations. Beaucoup de gens de Madison avaient du mal à croire que le révérend puisse être coupable d'un tel crime, et quand il a quitté le tribunal, il a été accueilli par certains de ses partisans qui l'acclamaient. Plus tard, cependant, des preuves ont émergé qu'après avoir rencontré Mary le 3 septembre, le révérend s'était rendu à Middletown, où il avait acheté une once d'arsenic sous prétexte qu'il voulait se débarrasser des rats qui nuisaient dans sa maison. Le poison était emballé et étiqueté, mais le nom de l'acheteur n'avait pas été pris. Cependant, en quittant la pharmacie, il a été abordé par un gentleman qui fréquentait son église et s'est enquis de la santé de sa femme et de son nouveau-né. Avec ces nouvelles preuves, le révérend Hayden a de nouveau été arrêté et emmené à la prison de New Haven. Il a ensuite été inculpé et est resté en prison en attendant son procès pour le meurtre de Miss Mary Elizabeth Stannard. Le procès du révérend Herbert H. Hayden a commencé le 7 octobre 1879, plus d'1 an après que le meurtre ait été commis, et tout comme la première audience, c'était une affaire controversée. Tous les témoins qui étaient apparus précédemment ont été ordonnés d'assister, mais l'offense a fait flotter un certain nombre de suspects alternatifs, y compris le père de Mary, Childs. Ben Stevens, 60 ans, un nom familier pour la famille, a également été cité. Il avait été suggéré que le vendredi suivant le meurtre, la femme de M. Stevens lavait son pantalon et a trouvé tellement de sang dessus qu'elle s'est évanouie. Lorsque les journalistes l'ont interrogée à ce sujet, elle leur a dit qu'elle s'était effectivement évanouie, mais à cause de l'épuisement dû au travail acharné de cette journée, et a assuré aux journalistes qu'elle n'avait trouvé aucun sang sur le pantalon de son mari. La seule chose déroutante était l'arsenic.
L'accusé avait admis avoir acheté une once d'arsenic dans le but de se débarrasser des rats dans sa maison. Il avait même dit aux autorités qu'il ne l'avait pas utilisé et qu'il était toujours dans sa grange. Les autorités l'ont trouvé exactement là où il avait dit qu'il était. Il était encore emballé, aucun utilisé. Cependant, le professeur Samuel Johnson du Yale Medical College a pu déterminer que l'arsenic trouvé dans la grange était différent de celui trouvé dans l'estomac de Mary. Il a été expliqué au tribunal que l'arsenic se condense en cristaux octogonaux, qui sont ensuite broyés avec un rouleau. Cependant, certains des cristaux sont si petits qu'ils restent intacts. En utilisant un microscope pour examiner en détail ces cristaux, le professeur a pu affirmer de manière concluante que l'arsenic trouvé dans la grange n'avait pas été acheté en même temps ni dans le même magasin, que le défendeur prétendait avoir acheté l'arsenic afin de se débarrasser des rats sur sa propriété. Cependant, l'arsenic trouvé dans l'estomac de Mary avait sans aucun doute été acheté dans le magasin de Middletown. La défense a aussi présenté ses témoins pour tenter de réfuter cette théorie. Bien que les preuves scientifiques présentées n'aient pas prouvé que le défendeur était coupable, elles ont suggéré qu'il n'avait pas dit la vérité sur l'endroit où il avait acheté l'arsenic trouvé dans sa grange. L'accusation a informé le tribunal qu'elle croyait que le défendeur avait acheté plus d'arsenic après avoir donné l'arsenic acheté à Middletown à Mary. Selon eux, son but était de tenter de dissimuler son crime. L'accusation pensait que Mary avait pris l'arsenic pensant que c'était un remède rapide pour mettre fin à sa grossesse. Elle s'est inquiétée pour sa sécurité et a essayé de retourner à sa maison. Pris de panique, le révérend Hayden l'a frappé avec une petite pierre, puis lui a tranché la gorge. Le tribunal a montré un couteau de poche appartenant à l'accusé, cependant il n'était pas rare de posséder un tel couteau à l'époque. C'est l'apparition à la barre des témoins de Rosa, la femme du révérend Hayden, qui a le plus marqué le jury. Dans un témoignage émouvant, elle a exprimé sa foi totale et absolue en l'innocence de son mari. Le procès a duré 3 mois et ce n'est qu'en janvier 1880 que le jury s'est finalement retiré pour délibérer sur l'affaire. Mais après beaucoup de réflexions, ils n'ont pas pu parvenir à un verdict. Un jury divisé était présent. Le procès avait pris beaucoup plus de temps que prévu et avait coûté plus de 30 000 $. L'État n'était pas prêt à financer un autre procès, surtout après avoir appris qu'un seul juré avait jugé l'accusé coupable. Les autres avaient en tous été convaincus de son innocence suite au témoignage de Madame Rosa Hayden. Quelques jours après, le révérend Herbert H. Hayden a été libéré et est retourné auprès des siens. Pendant un court moment, il a continué à prêcher dans le ministère méthodiste, mais a finalement décidé de déménager à New Haven et a commencé à travailler comme charpentier. Il est décédé le 13 mai 1907 à l'âge de 57 ans. De l'argent avait été collecté pour aider le fils de Mary, William. Il a continué à vivre dans la région. Ironiquement, il était décédé à Middletown en 1957 à l'âge de 81 ans. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. C'est ma vidéo la plus longue à ce jour, donc j'apprécie vraiment que vous ayez tenu jusqu'à la fin. Veuillez laisser tous les commentaires ou retours que vous pourriez avoir et j'espère vous revoir tous pour le prochain Briefcase.